Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, je reçois un homme de presse, un homme d'affaires, essayiste, touche-à-tout, multicasquette, multitalent. Il a été à la tête de Canal+, la Fnac, Europe 1, le Nouvel Obs. Désormais, il est aux commandes de Libération, de Editis, le numéro 2 de l'édition en France, également du groupe de presse CMI France. Je reçois, vous l'avez sans doute reconnu, Denis Oliven, que l'on voit beaucoup en ce moment. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur notre plateau. Merci de m'inviter. De KTO, une chaîne que vous connaissez moins, un média que vous ne connaissez sans doute moins que ceux que vous avez fréquentés. Non, pour tout dire, je le connais peu, mais ça m'intéresse franchement. C'est une question qui m'intéresse depuis toujours. Enfin, pas KTO, mais la foi qu'il inspire, ou en tout cas les valeurs que cette chaîne exprime, tout en le faisant librement et de manière ouverte. Et en particulier cette émission, Lumière Intérieure. Exactement, que j'ai regardé, et dont j'ai admiré l'esprit d'ouverture. Pour en savoir plus sur votre lumière intérieure dont nous allons parler. Mais commençons quand même par votre actualité. Elle est juste à côté de vous, cette actualité. La France doit travailler plus. C'est le titre de votre dernier essai chez Albin Michel. Et les Français être mieux payés, c'est quand même le sous-titre qu'il ne faut pas oublier. Alors j'ai lu quelque part que le titre avait changé, puisque au départ c'était « Travailler plus pour gagner moins ». Est-ce que c'est juste ? Oui, vous avez renoncé au dernier moment par optimisme ? Non, c'était une idée parce que le cœur du sujet, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que c'est pas parce que je me prends pour Chateaubriand, c'est vraiment pour essayer de faire avancer le sujet, la question, c'est que j'ai observé que la question de la rémunération du travail était une question clé, que les Français étaient mal payés, que ça avait une incidence sur notre niveau d'heures travaillées, et que cette incidence avait une incidence plus généralement sur le bien-être de la société. Donc je suis parti de là. Si je vous le fais à l'envers, je me suis demandé pourquoi la France est tellement en colère, pourquoi il y a tant de révoltes, pourquoi il y a tant de crises. Contre la réforme de retraite. Par exemple, mais avant elle, les gilets jaunes, les fonctionnaires. Il m'est apparu assez clairement en regardant que les deux questions majeures, c'était le pouvoir d'achat et le financement des services publics, essentiels à notre modèle social, les profs pas remplacés, les infirmières mal payées, etc. Et en me demandant pourquoi on avait cette crise du pouvoir d'achat et pourquoi on avait ce problème de financement des services publics, je me suis aperçu que si on se compare à l'Allemagne, par exemple, notre niveau de richesse nationale par habitant, alors qu'on avait le même niveau de richesse nationale que les Allemands, avait baissé, enfin on était désormais 15% en dessous d'eux. Et 15% en dessous d'eux, c'est la différence entre un pays qui va bien et qui va mal. Parce que si on avait le même niveau de richesse nationale que les Allemands, on aurait par exemple... Ça c'était il y a 20 ans. On est à peu près au même niveau. Il y a 40 ans. On aurait 150 milliards de recettes publiques en plus. Vous voyez comment on essaie de se battre pour trouver 20 ou 30 milliards d'économies. 150 milliards, c'est-à-dire que l'essentiel des questions françaises qui nous font du mal serait réglé. Donc, et à partir de là, je me suis dit, bon, alors pourquoi est-ce qu'on a moins de richesse que les Allemands ? Et il y a un facteur que tout le monde évoque, qui est la productivité. Je l'ai essayé de compter parce que il y a eu beaucoup de travaux sur la question. Mais l'autre facteur, c'est que on ne travaille pas assez. Quand je dis on ne travaille pas assez... Alors, la faute aux 35 heures, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Allemagne n'est pas du tout passée aux 35 heures, ils sont à 40 heures. Oui, mais en fait, quand vous regardez la durée individuelle du travail des Allemands, elle est inférieure à la nôtre. En fait, c'est pas tellement la durée individuelle du travail. Mais pas par an et par habitant, ça vous le répétez aussi. Oui, par habitant, c'est ça. C'est pas tellement la durée annuelle du travail, parce qu'on s'est beaucoup trop focalisé là-dessus. C'est pas ça qui est significatif. Ce qui est significatif, donc c'est pas vous, moi et ceux qui nous écoutent, qui ne travaillons pas, le boulanger ou l'ouvrier qui ne travaillons pas assez. On n'est pas assez nombreux à travailler. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. C'est beaucoup plus que le nombre de ceux qui ne travaillent pas en Allemagne. C'est-à-dire les jeunes en formation, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'alternance. Les personnes au domicile, les femmes au foyer, parce qu'en Allemagne, ils ont favorisé des temps partiels satisfaisants pour ceux qui les occupent. Et puis, la question dont on a parlé, les 55-65 ans, les seniors, parce que leur départ en retraite est plus tardif que le nôtre.
si on avait les mêmes niveaux d'activité que les Allemands, on n'aurait pas cet écart, on aurait plus d'heures travaillées par habitant. Aujourd'hui, on est le pays occidental qui a le moins d'heures de travailler par habitant. Alors prenons par exemple les seniors. Comment faire justement ces seniors? Ils sont souvent en arrêt maladie, souvent ils sont poussés à la porte en France, ils ne sont pas assez formés. Qu'est-ce que vous préconisez? Je pense que de manière générale, si vous me permettez d'augmenter l'âge de la retraite, c'est une chose, mais encore faut-il les garder dans l'emploi. Oui, mais alors quand on regarde, si vous reculez l'âge de la retraite, vous augmentez le taux d'emploi. C'est ce qui s'est passé aux dernières réformes. Mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que les Français, et notamment ceux qui arrivaient à l'âge de la retraite, étaient si réticents à cette réforme que tous les autres pays ont fait. Je crois, moi, que la raison principale, c'est parce que nous payons mal les travailleurs. Et pourquoi est-ce qu'on paye mal les travailleurs? Parce que le prélèvement sur les revenus du travail, les taxes, les cotisations, nous sommes les champions d'Europe des prélèvements sur les revenus du travail. Quelqu'un à qui on va dire travailler encore 2 ans de plus, sait qu'il va payer 46% d'impôts de plus, 46% d'impôts sur ses revenus du travail, alors qu'à la retraite, il paiera 14% d'imposition. Donc pourquoi travailler 2 ans de plus, être mal payé et être mal payé parce qu'on est trop taxé, alors que on a un mécanisme de retraite en France qui est si favorable. Donc je pense que c'est pour ça que l'expression qu'avait utilisée Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, je l'inverserai. Moi je dirais, j'espère qu'un gouvernement un jour dira gagner plus pour travailler plus. Réduisons les prélèvements qui pèsent sur le travail, augmentons le salaire net des travailleurs, et vous verrez qu'on se sentira mieux. Et je pense que si on avait dit aux futurs retraités français, écoutez, vous allez travailler 2 ans de plus, mais vous allez gagner un 13e mois supplémentaire, ou un 14e mois quand ils ont un 13e mois, bref, 1 mois de plus, je pense que le consentement à la réforme aurait été tout différent. Alors comment financer tout ça? Eh oui. Gros problème. Il y a deux façons de le penser. Il y a je ne suis pas de ceux-là, qui disent notre modèle social est trop coûteux, faut économiser sur les dépenses sociales. Moi, je ne pense pas ça. Et d'ailleurs, quand je regarde les dépenses sociales par habitant, les dépenses publiques par habitant en France, en euros, c'est les mêmes qu'en Allemagne. C'est pas qu'on dépense plus, mais évidemment, comme ils sont plus riches, le financer n'est pas un problème. Non, je crois qu'il faut qu'on trouve d'autres assiettes de prélèvement que le travail. Il faut faire comme nos voisins. Donc, je peux vous faire une kyrielle de propositions. Je pense qu'il ne faut pas... Alors, on en a vu quelques-unes sur taxer les retraités, le foncier, les successions, que des choses qui doivent réjouir certaines personnes, la consommation également. Oui, c'est ça. Quand on regarde, alors il ne s'agit pas de transférer, parce que c'est suffisant? Si on voulait, que là, ce serait quelques dizaines de milliards d'euros, mais si on voulait augmenter d'un mois l'ensemble des travailleurs, des actifs occupés, ça coûterait de l'ordre de 90 milliards d'euros. Oui. Donc 90 milliards d'euros, où les trouver? Donc, je pense qu'on ne peut pas transférer 90 milliards d'euros sur une ressource, sinon ça va être épouvantable. Mais en effet, la TVA sociale, on pourrait faire un peu de TVA sociale. C'est quoi la TVA sociale? C'est augmenter un peu la TVA pour financer notre modèle social, parce qu'on pense que la TVA, ça frappe les importations. Enfin bon, bref, ça a plein de vertus. Mais il ne faut pas le faire trop, parce qu'on dit aussi que c'est injuste socialement. Pas tout à fait vrai, mais enfin, bon, en tout cas, on peut le faire un peu. Les successions en France, je crois que chaque année, c'est de l'ordre de 300 milliards d'euros. Le montant des successions, aujourd'hui, c'est taxé en moyenne à 8%. Un salarié, il est taxé à 46%. Hein. À partir de mercredi midi, vous travaillez plus pour vous, vous travaillez pour la collectivité. Mardi midi même. Mardi midi en marginal, c'est-à-dire si on vous augmente de 100 euros, vous, donc demain on matin. Mardi midi et ensuite pour la collectivité. Si KTO vous augmente de 100 euros demain matin, vous aurez 43 euros dans votre poche. Donc, en moyenne, mercredi midi, vous travaillez pour la collectivité locale. La collectivité, pardon, pas locale. Pour les autres, pour tout le monde, pour nous tous. Et les successions, c'est 8%. Donc, augmenter un peu ces successions, en faisant attention à être pas injuste socialement. On est en train de fabriquer une société de rentiers, d'héritiers. La seule manière de s'enrichir aujourd'hui, c'est en recevant un héritage de vos parents. Il y a... Dans les années 60, en 20 ans,
par leurs augmentations successives de pouvoir d'achat, les salariés doublaient leur niveau de vie. Aujourd'hui, il faut 90 ans. Aucun salarié aujourd'hui ne va doubler son niveau de vie. Et on voit que la seule manière de s'enrichir, c'est l'héritage. Donc, réajuster un peu les choses sur l'héritage et taxer davantage les successions les plus riches, ça ne me paraît pas tout à fait injuste. Les retraités, vous l'avez dit, les retraités aujourd'hui, le niveau de taxation des retraités, c'est 14%. Le niveau de vie moyen des retraités est égal ou supérieur, égal, disons, à celui des actifs occupés. Ça ne s'est jamais produit dans notre histoire et ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Alors que les besoins des jeunes actifs sont très supérieurs à ceux des retraités. Donc il y a quelque chose d'injuste. Il ne s'agit pas de taxer les petites retraites, mais demander une contribution légèrement supérieure aux retraités les plus aisés, ça ne me paraît pas injuste. Et enfin, oui, le foncier, la valeur du foncier aujourd'hui, c'est 18 000 milliards d'euros. Foncier bâti et non bâti. Et donc, trouver un peu de ressources là, ça ne me paraît pas non plus injuste. Là encore, à chaque fois, il faut faire ça de manière, comment dirais-je, délicate. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas des revenus, qui ont du foncier, parce qu'ils l'ont hérité, des terres ou que sais-je. Ils n'ont pas forcément des revenus pour payer l'impôt. Donc il faut faire ça de manière intelligente. Mais si on arrive sur ces différentes ressources improductives, c'est-à-dire qui ne contribuent pas à la production de richesse en France, à transférer une partie des recettes qui pèsent aujourd'hui sur les facteurs qui contribuent à créer de la richesse, on se portera mieux tous. Parce que si on est plus riche, on aura plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, le pays se sentira mieux et sa croissance sera plus forte. Voilà. Il y a une chose qui m'a surprise dans ce livre, c'est que le mot intelligence artificielle, dont on entend parler tous les jours, n'apparaît qu'à la page 107, à la fin du livre, sur quelques pages seulement, sur votre livre qui en compte 150. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé l'impact de l'IA sur le travail et la productivité ? Alors, moi, je suis un techno-optimiste. Donc, l'observation la chronique des événements passés montre que les gains les innovations technologiques ont apporté des gains de productivité qui ont favorisé la croissance, l'emploi, la rémunération, etc., etc. Je dis pas, je suis pas aveugle. Je sais que les progrès technologiques peuvent créer des dommages, qu'il faut les réguler, faire attention à ce qu'on fait. Mais sur le plan économique, donc je crois que l'IA, comme les vagues précédentes de technologie, en effet, alimentera la productivité, donc fabriquera de la richesse. Par exemple, on parlait tout à l'heure... Mais sans humain peut-être aussi. Sans humain, je ne crois pas. En modifiant les structures d'emploi, très certainement, et en poursuivant la réduction du temps de travail. Parce que tout à l'heure, on parlait des 35 heures. Nos arrière-grands-parents, en 1900, consacraient 70% de leur vie active éveillée au travail. Aujourd'hui... C'est 60%. Exactement. Donc, et c'est génial, c'est fantastique. Et ça a été permis par ce modèle économique et politique des démocraties et d'économies de marché, que beaucoup conspuent, mais qui a produit, par les inventions techniques et par les gains de productivité, qui a permis de continuer à croître en richesse tout en diminuant le temps de travail. Ça va se poursuivre. Je pense que le temps de travail va continuer de se réduire. Et c'est très bien ainsi, c'est un progrès de la civilisation. Mais l'abolition et la fin du travail, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous pensez du télétravail ? C'est un acquis pour beaucoup de Français. En même temps, les entreprises pensent à l'abroger. C'est le cas d'ailleurs de nombreuses entreprises, et publiques et privées, que ce soit chez Renault, Engie, Safran, L'Oréal. On revient à du présentiel après le distanciel ? Je n'ai pas de conviction définitive, parce que les entreprises que je connais moi travaillent très bien en télétravail. Il n'y a pas de problème. Ça pose des problèmes de créativité, de réunion, etc. Donc il faut trouver des moments où on se réunit. Est-ce que ça a affecté la productivité des travailleurs ? Franchement, je ne crois pas. Je pense que si vous êtes chez vous bien, après si vous êtes chez vous mal, c'est différent, mais si vous êtes chez vous bien et que vous êtes capable de faire en 2 heures ce qu'au bureau vous feriez en 4 heures parce que vous étiez moins bien, c'est très bien ainsi. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut observer empiriquement et il faut trouver des accords entreprise par entreprise pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas
de locaux chez eux, enfin de logements qui leur permettent de travailler en télétravail. Donc on ne peut pas l'imposer non plus. Et vous en parlez dans votre livre, La France doit travailler plus chez Albin Michel. Allez, on va passer à la deuxième partie de l'émission un peu plus intimiste. On va explorer votre lumière intérieure, cher Denis Oliven. Je vais m'éclipser et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer. À tout de suite. À tout de suite. Denis Oliven, est-ce que vous êtes bien Très bien. depuis tout à l'heure? Un peu étrange d'être tout seul, mais enfin c'est pas mal. Vous avez jamais eu cet exercice-là dans d'autres émissions? Non, pas que je sache. Non, 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 jamais. Alors, je vous propose mon premier mot. C'est le mot mémoire. Ah. Très important, mémoire. Je pensais aussi à un poème de votre père, Armand Oliven. Oui. Qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'est-ce que disait ce poème? Ah ben, vous allez peut-être nous en parler. Je crois que c'est un poème en prose. Ah. Écoutez, je ne connais pas suffisamment l'œuvre de mon père. Je l'ai lu pourtant, pour me souvenir de ses poèmes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la mémoire joue un rôle décisif dans ma famille, pas seulement dans la mienne. Mais mon père, justement, est un immigré, en fait. Ses parents ont immigré. Ils ont quitté l'Allemagne en 1938. Ils étaient juifs, ils étaient persécutés, ils sont venus en France. Ils ont été sauvés par la France, qui d'ailleurs qui nous a élevés dans dans un respect religieux de la France et des Français. Parce que si la France ne lui avait pas ouvert les portes à lui et à sa famille, et si des mains ne s'étaient pas tendues pour les sauver pendant la guerre, nous ne serions pas là. Mais du coup, la question de cette histoire était à la fois très très présente. C'était assez étrange. Il fallait reconstruire au fond une mémoire, puisqu'il fallait repartir de zéro, comme pour les immigrés, se refaire une pelote dans un pays nouveau, en adopter les valeurs, la langue, et il l'a fait de manière très 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 profonde. Il nous a transmis un amour très très profond du pays dans toutes ses composantes. Et donc, il a reconstitué en quelque sorte une mémoire française pour ses enfants. Et en même temps, on n'a pas perdu la mémoire de l'histoire qui leur est arrivée. Donc, voilà. Mais ayant dit tout ça, on n'a jamais vécu dans ni la nostalgie, ni la victimologie, mais toujours aller de l'avant. Il y a quelque chose de positif et de, comment dirais-je, de dynamique dans cette histoire. Et de mémoriel. Ce poème Mémoire explore en effet les traumatismes de la Shoah. Oui. C'est étrange parce qu'au fond, on n'en a jamais vraiment parlé, quoique ça ait été là, très très présent. Mais pas là, une fois encore, pas là de manière, comment dirais-je... oui, c'est ça, il ne s'agissait pas de s'ériger en victime. Il s'agissait au contraire de se renforcer et d'en tirer une force supplémentaire. Votre père Armand Oliven était donc poète et psychiatre. Votre mère, Maria Landau, psychanalyste. Ils ont toujours été à la recherche de sens après l'indicible. Ah bah oui, d'abord ils étaient psychiatres, donc ils étaient intéressés par autrui, puisque c'est le sens même de la médecine en général et de la psychiatrie en particulier. Ils étaient médecins, ils ont été très longtemps médecins hospitaliers, donc c'était pas l'exercice de la médecine à des fins lucratives. Il y avait un grand désintéressement de leur part. Et par ailleurs, ils étaient les produits de mai 68. Ils étaient à la fois les produits de 1900, de la guerre, de ce qu'ils avaient vécu, et de 1968. Donc ils avaient un immense appétit de vivre, de connaître, mais aussi un très profond engagement en faveur d'autrui dans lequel on a été élevé. Et je pense qu'il en reste des traces. Il y a une espèce d'éthique très forte chez moi, chez mes parents,
qu'ils ont transmises à leurs enfants. Vous parlez vous-même à ce sujet d'obligation morale. Oui, je ne sais plus dans quel contexte j'ai parlé d'obligation morale. Oui, Dans des interviews, vous n'avez pas prononcé le mot, mais il s'agit de votre identité juive. Ah, l'identité juive. Oui, en effet. Qui est en lien avec cette mémoire. Oui, bien sûr, l'identité juive. Écoutez, c'est assez étrange parce que d'un côté, j'ai toujours su qui était mon père, d'où il venait, et donc il n'y avait aucun doute ni aucune, comment dirais-je, aucune hésitation sur cette dimension de son identité. Mais d'un autre côté, elle n'était pas déterminante. Je veux dire, ça n'était qu'une des dimensions de notre paysage qui était fait de mille autres choses. Je vous dis, on est très français, engagé dans la société, psychiatre, intellectuel. Enfin, si je cherchais l'ensemble des éléments de mon identité, cette question-là, elle existe bien évidemment, mais elle n'était pas centrale. Simplement, c'est vrai que moi, très jeune, ça tombe bien qu'on soit sur cette chaîne, la question de la religion, notamment de la question du christianisme et de la religion catholique, m'a interpellé. Elle m'a interpellé pour plusieurs raisons, mais j'avais soif de justice et la pureté du mélange du message évangélique, disons le message évangélique dans sa pureté originelle, me parlait. Et en plus, j'avais des copains qui m'avaient emmené chez les Louveteaux, et chez les Louveteaux, il y avait un aumônier, les Louveteaux catholiques, il y avait un aumônier, un jeune aumônier qui était, c'était les années 70, donc c'était l'époque il sortait sans doute de la GEC, de la jeunesse étudiante chrétienne. Enfin, il y avait une dimension d'engagement social, et même presque politique, et tout ça m'a beaucoup parlé. Et donc, j'étais vraiment à un cheveu de la conversion, mais quelque chose m'a retenu, pourtant j'étais très jeune, et ce quelque chose, c'était qu'il me paraissait impossible, compte tenu de ce qui était arrivé à ma famille, de leur tourner le dos. Ça aurait été les trahir. Donc j'ai toujours été très intéressé par ce qu'il y a de mieux dans le catholicisme, mais je n'ai jamais voulu franchir le pas pour des raisons qui tiennent à l'exigence dont vous parliez. Par ailleurs, cette exigence morale, c'est aussi quand on est dans une famille qui a subi des persécutions, la discrimination, le racisme, dans des formes extrêmes, ne jamais oublier cela, non pas vis-à-vis des Juifs, mais vis-à-vis du reste de l'humanité. Donc être incroyablement attentif à l'égalité entre les hommes, à la justice, enfin bref, à tous ceux tout ce qui était le contraire de ce qu'ils avaient subi. Vous avez failli vous convertir, disiez-vous. Vous Oui. aviez quel âge ? Une dizaine d'années ? Je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 12 ou 13 ans, 11 ou 12 ans. Non, c'est un petit clin d'œil, puisque quelques années plus tard, vous étiez sur d'autres rives, en train de militer autrement, et ça me permet de vous introduire au deuxième mot, le mot engagement. Et vous êtes un homme engagé, et après cette conversion ratée vers 10-12 ans, eh bien à 15 ans, vous étiez vous étiez devenu communiste, révolutionnaire. Absolument, mais en fait c'est la même chose, hein. Vous savez, je crois que c'est Aron qui a dit que le communisme était une religion séculière. Au fond, c'est pas très différent. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans ma famille, j'avais deux grands-mères qui étaient deux personnalités absolument remarquables l'une et l'autre, et l'une était communiste et l'autre était plutôt pieuse, disons, enfin pas pieuse, mais avait une certaine religiosité. Et donc la première m'a enseigné, si j'ose dire, le goût de la justice, et l'autre le goût de la compassion. De la compassion. Toutes deux étaient généreuses. Mais au fond, ça se fusionne. C'est le même élan qui m'avait attiré vers
cet engagement chrétien, une fois encore dans la pureté du mélange du message évangélique, les premiers seront les derniers, si j'ose dire, et l'engagement à gauche. C'était la même chose, c'était la même idée de la justice. Sauf que je pense que dans l'engagement chrétien, c'est un acte individuel, alors que dans l'engagement communiste révolutionnaire, trotskiste, c'était un engagement collectif. Mais c'est le même élan de justice, le même cri primal de justice qui m'a guidé. Après, j'ai grandi, je me suis éveillé intellectuellement, j'ai ouvert mon esprit, j'ai lu et j'ai pris une certaine distance critique avec un certain nombre des bêtises auxquelles je le croyais quand j'étais trotskiste. Les valeurs ont-elles évolué également ? La valeur de la justice était donc primordiale, celle de l'égalité. Désormais, peut-être celle de la liberté ? A-t-elle pris le pas ? En tout cas, elle se manifeste par vos écrits. C'est certain. D'abord, non, je crois que le cri, l'élan initial est toujours là. L'envie de justice est toujours là. Mais la manière dont les voies pour y atteindre, alors là, pour le coup, j'ai beaucoup réfléchi, et notamment beaucoup changé, beaucoup mûri. Et notamment, je pense que fabriquer de l'égalité au prix de la liberté, c'est inacceptable, c'est insupportable. Donc il faut rendre compatible la liberté et l'égalité. Il faut plutôt essayer de voir comment développer la liberté pour qu'elle produise de l'égalité plutôt que l'inverse. Donc de ce point de vue, j'ai mis énormément d'eau dans mon vin, ou en tout cas j'ai même changé assez radicalement sur un point qui est le caractère essentiel de la liberté. Au point où vous vous interrogez, dans votre dernier livre, suis-je devenu réac ? Denis Oliven. Moi, j'ai pas l'impression d'être devenu réac, parce qu'une fois encore, j'ai toujours les mêmes valeurs. Je crois que, je sais pas, qu'il faut fabriquer une société dont la justice soit la matrice principale. Il faut faire progresser l'égalité des conditions. Il faut empêcher qu'on soit déterminé, assigné à résidence dans la classe sociale de sa naissance, etc., etc. Donc je continue de croire profondément à tout ça. Mais en revanche, il y a un certain nombre de choses, la façon dont certains expriment ce combat pour l'égalité me paraît aujourd'hui, comment dirais-je, inadapté. Et quand il me renvoie l'image que si je pense ça, je suis réac, je me pose une question. À la fin des fins, je crois que non, je ne crois pas que je sois réac. Je pense que y a deux façons d'être de gauche, disons. Il y a une façon dans laquelle on essaie d'être de gauche dans le respect des libertés, et une autre dans laquelle on est prêt à sacrifier de la liberté pour une égalité qui devient du coup hypothétique. Parce que chaque fois qu'on a réalisé ça dans le monde, on s'est aperçu qu'on ne faisait pas le bonheur des gens. Vous évoquiez tout à l'heure une société d'héritiers. On parlait de succession. Voici le troisième mot. Transmission. Ah oui, très important. Très important à titre individuel en tous les cas. Moi j'ai été très attentif à la... J'ai le sentiment que, notamment à l'égard de mon pays, la France, mon père m'avait transmis une dette qui est liée aux conditions dans lesquelles il a vécu, survécu. Et j'espère que j'ai moi-même transmis ça à mes propres enfants. Donc ça, c'est un point. Très psychanalytique, ça, transmission de la dette. Ouais, ouais. Pas facile à... C'est une charge, comme chacun sait, mais je pense que c'est important. Donc il y a un amour de la France que j'ai reçu de mon père, transmis à mes enfants, je l'espère. Mais la transmission, c'est aussi la transmission des valeurs que j'évoquais tout à l'heure et que ma famille m'a transmises et dont j'espère aussi qu'elles ont été transmises à mes enfants. Quand je disais tout à l'heure, se souvenir de ce qui s'est passé, mais en tirer des conséquences, enfin en puiser dans ce qui s'est passé une exigence morale, mais en même temps ne pas être une victime, au contraire être combatif, ça, oui, en effet, j'espère que ce sont des choses que j'ai transmises aussi à mes enfants, je le crois d'ailleurs. Quelle serait la valeur
principal que vous souhaitez avoir transmis le mieux? La justice? Je dirais l'attention à autrui. L'altruisme, vous savez, moi j'ai été très influencé bien plus tard quand j'ai commencé à sortir du marxisme et à ouvrir mes chakras intellectuels. J'ai notamment lu beaucoup Emmanuel Lévinas. Et donc ce que lui appelle le visage de l'autre, mais le visage pas au sens physique, mais le fait d'être, disons le fait d'exister pour autrui, le sentiment de la responsabilité pour autrui. On existe ici parce qu'on est responsable à l'égard d'autrui. Et ça, je pense que c'est ça la valeur essentielle. Emmanuel Lévinas, donc, plus que Gilles Deleuze, pour vous? Ah oui, beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai repensé à une formule d'Emmanuel Lévinas sur la transmission. Je crois que c'était la définition qu'il donnait du judaïsme, en tout cas du rôle de la tradition dans le judaïsme: recevoir, célébrer et transmettre. Et ça, je pense que c'est une maxime que chacun d'entre nous pourrait, juif ou pas juif, ça n'a aucune importance, parce que la philosophie de Lévinas ne s'applique pas aux juifs, elle est générale, elle est universelle, pourrait faire sienne. Mais je ne voudrais pas donner le sentiment Juste une parenthèse, Pierre Assouline en avait parlé également. Ça, tout d'un coup, ça... Voilà. Ça sonne une cloche, comme on dit en anglais. Je ne voudrais pas donner le sentiment d'une gravité généralisée, parce que chez nous, la première chose que mon père et mes parents nous ont transmis, c'est l'humour, la légèreté, la plaisanterie, ne rien prendre au sérieux, tout prendre au tragique, comme disait l'autre. Enfin, ne pas prendre la vie quand même par le bon bout. Donc, je n'ai pas transmis seulement à mes enfants la responsabilité pour autrui, je leur ai aussi transmis, j'espère, le sens de la joie de vivre. Fondamental. Fondamental. On est bien d'accord. Vous nous avez parlé de philosophie, c'est vrai que vous êtes normalien. Vos deux fils aînés, vous en avez 3, ont pris la même voie que vous, Lee Oliven, comme votre frère aîné a pris la même voie que votre père, ouais, et votre oncle. Il y a toujours des transmissions. Oui, c'est vrai. Alors chez moi j'ai bifurqué parce qu'ils sont tous médecins dans ma famille. C'est l'altruisme dont je parlais. Mais il y avait quand même une dimension intellectuelle chez ma mère, chez mon père, un grand goût des livres et du savoir. Mes fils, oui, ils ont fait ça, mais chacun a suivi sa voie. Hein. Moi, j'étais pas philosophe et mon fils aîné a fait de la philosophie avec brio. Et le second, finalement, est devenu avocat. Et le troisième s'intéresse à l'art. Écoutez, c'est la chose dont je suis le plus fier, c'est d'eux, comme tout le monde d'ailleurs. Et je suis très fier d'une chose, c'est qu'ils me dépassent de la tête et des jambes en tout. Ils sont plus intelligents, plus intéressants, plus curieux, plus tout que moi. Et ça, je trouve que c'est l'éducation réussie. Si éduquer, c'est, au sens étymologique du terme, aider à s'éloigner de vous, en quelque sorte. C'est s'éloigner de vous, mais en progressant, en étant plus intéressant que vous ne l'êtes. Et franchement, je trouve que mes fils sont beaucoup plus intéressants que moi. Bel hommage. Et j'ajoute d'ailleurs mes belles-filles. Oui. Parce qu'il se trouve que j'ai une compagne dont malheureusement, qui a eu 2 enfants merveilleux, mais leur père est mort prématurément, et je les ai rencontrées quand elles étaient petites. Donc j'ai contribué à leur éducation, mais je trouve qu'elles sont fantastiques aussi. Oui, vous les élevez. L'aîné, Nine, je crois, c'était un peu compliqué au début, vos rapports. Ah bah vous savez, beau-père, c'est pas facile. Les familles recomposées non plus. Ni l'aînée ni la seconde. Au début, elles m'ont bizuté, mais finalement, on a trouvé une bonne façon de vivre ensemble que j'ai résumé d'une formule. Alors moi, j'ai tout de suite considéré que j'avais tous les devoirs d'un père et aucun de ses droits. Et ensuite, je leur ai dit que
que je n'étais pas leur père, mais qu'elles étaient mes filles. Et donc, c'est une relation un peu particulière. Il n'y a pas le caractère inconditionnel, l'amour inconditionnel que des enfants ont pour leurs parents, quand ça se passe bien. Mais quand même, c'est une relation très fantastique et adorable. Et tout ça, tous ces enfants, ça fabrique une famille merveilleuse. Et ce sont des filles, des femmes. C'est pas la même chose d'éduquer des fils que des filles. Oui, c'est vrai. Et les rapports ne sont pas les mêmes. C'est vrai que c'est deux choses très différentes. En plus, moi, je n'étais pas préparé, puisque je n'avais éduqué que des fils. Mais je crois que ce qui a fait la vertu de cette éducation de leur mère et de moi, de mes fils et d'elles, parce que c'est quand même... Moi, je suis arrivé après coup, il y avait leur père, mais c'est une grande liberté d'esprit. Dans aucune... on les a toujours considérés comme des alter-ego. On a toujours respecté leur liberté de conviction, leur capacité d'expression, jamais d'arguments d'autorité et beaucoup de discussions. Avant de passer au quatrième et dernier mot, oui, c'est pas une révélation que de dire que votre compagne est Inès de la Fressange. Ça vous dérange pas? Non. Je crois que tout le monde le sait. Ouais. Allez, quatrième et dernier mot, il va peut-être vous surprendre. J'ai commencé par un mot, un titre de poème de votre père, et je termine également par un titre de poème de votre père, Armand Oliven, qui va peut-être vous surprendre, ou pas. Regardez. En terreur, en terreur. C'est le titre de l'un de ses recueils, de l'un de ses premiers recueils, qui est tout entier autour justement du drame de la Shoah, puisque c'est un poème autour de quelqu'un qui enterre les morts, les millions de morts de sa famille. Très beau poème, très beau recueil d'ailleurs. Bah oui, je pense que mon père a vécu des choses que je ne me souhaite pas ni à mes enfants. Il a été donc séparé de ses parents. Il est né en 1931. En 1940, c'est la guerre, c'est l'occupation. Et ses parents le cachent dans un sanatorium, un préventorium, les Soldanelles, à Chamonix, grâce à un médecin catholique, le docteur Aulagnier, qui lui dit, tu sais, il n'y a que toi et moi qui savons que tu es juif, ne le dis à personne, c'est un secret entre toi et moi, et je vais te protéger. Et donc voilà, mon père passe là, il ne sait pas si ses parents sont vivants, que son frère est caché ailleurs, mais il n'a pas de nouvelles de lui. Très impressionné par ce médecin qui est une espèce de figure paternelle, il a envie de devenir catholique, et ce médecin lui dit en 1942, c'est-à-dire à une époque où personne ne sait, il dit non, on va gagner la guerre, tu vas être libéré des Allemands. Et alors à ce moment-là, on pourra, quand tu seras plus grand, on pourra en reparler, mais moi, je protège un enfant juif, je rendrai un enfant juif, tu peux pas te convertir maintenant. Et donc, mon père a passé et à la fin de la guerre arrive, et là, à ce moment-là, dans ce préventorium, la femme de salle, le jardinier, le cuisinier, le médecin, l'infirmière, tout ça disent « Allez, ça y est, vous êtes libre ». En fait, mon père s'aperçoit qu'il n'est pas seul, qu'ils ont caché plusieurs enfants juifs au péril de leur vie. Tous. C'est un cas fantastique d'héroïsme, c'est ce qu'on appelle les justes. D'ailleurs, ça explique aussi peut-être pourquoi, après coup, moi, quelques années plus tard, et à peu près au même âge que mon père, j'ai eu la même tentation. La conversion. Voilà. Donc c'était peut-être une manière de rendre la monnaie qu'il avait reçue. Mais donc, ni lui, père... ni vous n'avez franchi le pas. Non. Lui parce qu'on l'a empêché, et moi parce que le souvenir de ce qui s'était passé m'a retenu. Mais en tout cas, pour mon père, ça a été un traumatisme énorme qu'il n'a pas verbalisé, sauf dans les poèmes. J'imagine, après, quand j'ai eu, c'est drôle, quand j'ai eu moi-même, j'avais jamais pensé vraiment à ça, jusqu'au moment où j'ai eu des enfants.
Et quand mes enfants ont eu 10 ou 11 ans, je me suis dit, mais bon sang, si demain matin, l'un de ces enfants de 10 ou 11 ans, c'est rien, a été coupé, séparé de ses parents, mis dans un sanatorium, obligé de se cacher, sans savoir ce qui allait arriver, quel traumatisme atroce. Et donc, mon père a exprimé tout ça dans des poèmes. Et dans une espèce d'hypersensibilité que j'ai compris probablement trop tard, mais enfin peu importe. Voilà. Donc en terreur, pour lui, c'était quand même aussi, il a voulu vraiment que ses enfants ne connaissent pas ça. C'est comme ça que j'interprète en terreur. Il a voulu enterrer cette histoire. Pour que ça ne nous arrive plus jamais, que ça ne nous arrive pas, qu'ils ne soient pas confrontés au même problème que lui. En terreur, votre mère étant lacanienne, elle pourrait également en dire quelque chose. Ouais. En terreur, Ouais, en peur. Est-ce que vous êtes terrorisé? Non, alors là, pas du tout. Par la mort? Alors pas du tout. Pas du tout terrorisé. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que on avait de cette expérience tiré une leçon de courage, moi, j'estime que, selon la formule de Churchill, le peureux a peur avant, le lâche a peur pendant et le courageux a peur après. Donc, ne pas avoir peur, ou en tout cas ne pas se laisser dominer par sa peur, me paraît quelque chose de déterminant. Et je ne suis pas effrayé par la mort, tout simplement parce que malheureusement, je ne crois pas, c'est un sujet de débat avec ma compagne, je ne crois pas du tout en la vie après la mort. Donc je pense que là où je serai, ça n'aura plus aucune importance, j'aurais perdu la conscience de ne plus être. Donc voilà, à un moment donné, j'ai failli, les médecins ont cru que j'avais un truc très 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 grave. Pendant 48 heures, j'ai vraiment pensé que j'avais une maladie dont je ne réchapperais pas. Finalement, ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai eu 48 heures pour réfléchir à tout ça, même si ce n'est pas tout à fait la même chose de le savoir vraiment ou de penser que. Mais enfin, j'ai pensé à tout ça. J'étais assez jeune. Et je me suis dit, je suis triste, très très triste de ne pas voir mes enfants grandir. Il y a tout un tas de choses que je n'ai pas faites. Triste de laisser ceux que j'aime sans ma protection ou sans mon soutien. Mais j'avais pas peur de la mort. Vous aviez quel âge? Bon, c'était il y a une petite dizaine d'années. J'avais 53 ou 52 ans. Et ça n'a rien remis en question. C'est 48 heures de réflexion. Sur mon Ce face-à-face. Sur mon rapport avec la mort? Oui, ce face-à-face avec la mort. Non, ça n'a pas remis en question, non. Non. Non, je me dis que peut-être la lumière me viendra plus tard, mais là, non. Non, mais je pense qu'il y a deux façons d'être rassuré et de ne pas être trop inquiet de la mort. La première, c'est de penser qu'il se passe quelque chose après. Et la seconde, c'est de penser qu'il se passe tellement rien que vous n'aurez pas conscience qu'il ne se passe rien. Donc voilà, c'est comme ça. Et par ailleurs, depuis mon plus jeune âge, je me dis qu'il faut avoir une vie intense, pleine, faite de choses. Vous disiez tout à l'heure dans votre présentation, touche à tout, oui. D'avoir plusieurs vies en une. Donc j'essaie de faire en sorte de ne pas, si je dois mourir demain matin, de ne pas partir avec le regret, de ne pas avoir assez aimé, de ne pas avoir assez fait, voilà. C'est le cas aujourd'hui. Vous partiriez serein. Chaque jour est une vie. Oui, c'est ça. Donc je crois que c'est Marc Aurèle qui disait réveille-toi en te disant que chaque jour est le dernier. Et moi, je dirais plutôt réveille-toi en disant que chaque jour est le premier. Vas-y, mets la gomme. Lis, apprends, échange avec des gens, fais quelque chose d'utile pour les autres. Travaille et gagne plus aussi.
travail. Gagner plus. Non, alors franchement, Pour refermer la boucle. J'ai entendu quand même que vous disiez que c'était un sujet de débat avec votre compagne, avec Inès de la Fressange. Ah bah oui, parce qu'elle, elle est complètement, absolument convaincue, totalement convaincue de la vie après la mort, de l'existence des anges gardiens. Enfin, elle est là-dedans jusqu'au cou. Mais de manière d'ailleurs c'est drôle parce elle est aussi, comment dirais-je, stoïque que moi pour des raisons inverses. Et donc elle prend la vie avec calme et la perspective que cette vie s'arrêtera un jour avec calme pour des raisons diamétralement inverses aux miennes. Avec ce pari pascalien, c'est ça? Cette croyance en... Oui, non, elle pense que si on se comporte bien sur Terre, on en est récompensé et que de toute façon, il se passe quelque chose après. Et moi, je pense que de toute façon, il faut se comporter bien sur Terre parce que non pas... Enfin, d'ailleurs, elle le pense aussi. Mais ça, c'est l'exigence morale qu'on avait et qu'il ne se passera rien après. Mais très bien, on aura vécu une belle vie. Merci beaucoup pour ce à vous. partage de votre lumière intérieure. Cher Denis Oliven, je reviens auprès de vous pour la conclusion. D'accord. À tout de suite. Alors, Denis Oliven, je suis de nouveau en face de vous. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Vous qui avez peut-être l'habitude des cabinets de psy. J'ai une grande habitude des cabinets de psy, mais enfin, ça ne se fait pas en public d'habitude. Écoutez, non, je trouvais ça sympathique et éclairant. J'ai même découvert un truc auquel je n'avais jamais réfléchi, à savoir que ma tentation de la conversion quand j'avais 12 ans n'était pas sans rapport avec celle de mon père à peu près au même âge. Incroyable. Ça va nourrir mes séances de psy futures. Pas tous les jours qu'on fait une découverte de cette nature. La conversion, c'est pas arrivé à l'un de vos fils? Non. Pas que je sache, non. Je vais leur poser la question. Peut-être en voyant l'émission, vont-ils vous faire une révélation? Parmi les 4 mots que je vous ai proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage marqué? Les 2 mots qui résonnaient avec votre père. Celui qui me parle le plus, c'est transmission, parce qu'il est le facteur commun à tout ce que vous venez de dire. Enfin, aux autres. C'est en effet, on est de passage. Et donc, il faut faire en sorte que ce passage soit un passage de témoin. Voilà, ça me paraît une chose qu'on ne comprend qu'à un certain âge. En fait, on le comprend quand on a des enfants. Mais à partir du moment où on a des enfants, les siens ou autour de soi, c'est pas forcément qu'on les a soi-même, mais quand on est en âge de voir des gens plus jeunes que soi à qui on peut transmettre, ça paraît évident. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des gens comme Simon Nora, sans lesquels, qui était un grand haut fonctionnaire, qui m'a pris sous son aile protectrice et qui a été d'une grande générosité avec moi. Et j'essaye de m'astreindre. Moi, chaque fois qu'un jeune homme ou une jeune femme me demande rendez-vous pour le conseiller et pour l'aider, je le fais. Donc je pense que la transmission, c'est ce qui donne du sens à l'existence. Est-ce que c'est en hommage à Simon Nora que vous avez appelé un de vos fils Simon? Absolument. Absolument. Tout à fait. Et les autres aussi? Pardon? Les autres aussi ont été prénommés avec un hommage ou une personne qui vous a marqué? Non? Pas du tout. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Un jour, un psychanalyste m'a fait une interprétation, parce que mon fils aîné s'appelle Benjamin. Le second s'appelle Simon et le troisième s'appelle Paul. Donc Benjamin, c'est un prénom très hébraïque. Simon, c'est Pierre. Donc c'est celui de la transition entre les deux mondes. Et Paul, c'est le juif qui est le porteur de la fin du judaïsme et du passage de la loi à la foi. Donc mon psychanalyste m'a dit, mais compte tenu de tout votre bastringue autour de la religion catholique, réfléchissez à ça. Et en plus, mon fils aîné s'appelle Benjamin. Normalement, c'est le dernier. Donc c'est comme si je voulais reconstruire à partir de zéro. On repart de la fin. Voilà. Ça fait une quinzaine de séances de psy. Ah ouais. Vous êtes un passeur, un transmetteur, un passeur. Et comme on parle de mots, on n'est pas entré dans la genèse de votre
nom de famille, puisqu'il a été modifié. Oliven, c'était Olivenstein. Exactement. Votre oncle l'avait gardé d'ailleurs. Oui, absolument. Olivenstein, c'est le rocher des oliviers, ça pourrait être le mont des oliviers pour aller encore plus loin. Là où Jésus a passé sa dernière nuit avant sa crucifixion. Mon père a changé son nom, c'est une chose que j'ai pas c'est une chose que j'ai longtemps pas comprise. Et en fait, quand j'étais plus âgé, je me suis dit, il faut que j'en parle avec lui. Et je pense qu'il y a son explication réelle, son explication et peut-être l'autre. Son explication, c'était de dire, moi, je n'avais plus aucun rapport avec l'Allemagne. Mon nom était allemand, les Allemands m'avaient persécuté, les Français m'ont sauvé. Je voulais être français, je voulais que vous soyez français, et je voulais que mon patronyme exprime cet engagement dans la nation. Je pense aussi que, ayant subi à 11 ans le risque auquel l'exposait, notamment le fait de porter un patronyme, il a voulu probablement protéger ses enfants du même péril et anonymiser leur nom. Donc c'était pas tellement pas du tout que c'était un juif honteux, mais simplement il voulait il voulait enlever les signes extérieurs qui pouvaient nous faire montrer du doigt. Ce qui n'a pas été le cas de son frère, qui a gardé son nom. Ça n'a pas été le cas de son frère. Et pourtant, son frère a connu les mêmes conditions. La toxicomanie, oui. Exactement. Comme quoi, vous pouvez être soumis, comme quoi la réaction ou même conditions de température et de pression peut être très différente. Bien sûr. Mais pour revenir sur ces deux mots qui résonnent quand même avec ce que vous venez de dire, Pierre, Stein, Olivier, symbole de paix aussi. Et c'est vrai, ce mont des Oliviers, enfin, il y a une forme de syncrétisme un peu judéo-chrétien dans deux. Très. Allez, encore une séance de psy. Gros syncrétisme. Merci beaucoup, Denis Oliven, de votre présence. Merci à vous. Et de votre livre également, que je vous recommande de lire. La France doit travailler plus et les Français être mieux payés. C'est pas anodin. Merci à vous également de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission sur ktotv.com. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.